Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète et donner du sens à leur action sociale et sociétale. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien? Très bien, et vous? Je peux lancer le sommaire? Allez-y. J'y vais. L'invité de Smart Impact, c'est Mathieu Richer, le directeur RSE du groupe Casino, ou comment un géant de la grande distribution s'engage notamment sur la question des emballages et de la transparence. Le débat du jour sera consacré à la semaine du développement durable. Que peut-on vraiment en attendre? Comment faire le tri dans les annonces faites à cette occasion? Et puis Smart Ideas, une start-up mise en lumière aujourd'hui, c'est Wero, un cabinet de recrutement qui change le regard sur les réfugiés, leurs talents et donc leur potentiel économique. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Mathieu Richer. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes donc le directeur RSE, responsabilité sociale et environnementale du groupe Casino. On a choisi quelques chiffres dans ceux qui sont proposés sur votre site. 220 000 collaborateurs, donc 94% en CDI, 34,6 milliards de chiffre d'affaires, dont 1,100 milliard de produits bio en France. Et forcément, je vais commencer par ça, c'est peut-être ce sur quoi on vous titille le plus souvent, les emballages. Beaucoup d'emballages, notamment plastiques. Comment vous faites pour en réduire l'impact ? Alors effectivement, l'enjeu des emballages est aujourd'hui un enjeu majeur pour des groupes de distribution comme les nôtres. On s'est engagé il y a maintenant un peu plus d'1 an dans le pacte national de lutte contre les emballages plastiques avec un objectif de faire en sorte que nos emballages soient 100% recyclables ou réutilisables en 2025, ce qui est un grand défi collectif de modifier l'ensemble de nos emballages. Et là, on a une démarche systémique, c'est-à-dire qu'on prend toutes les références, tous les emballages, tous nos produits, et on va regarder la manière dont on peut réduire les emballages lorsqu'il y a de l'emballage notamment plastique. Est-ce qu'on peut d'abord l'éliminer? Est-ce qu'on peut réduire? Est-ce qu'on peut substituer? Et si on ne peut pas, est-ce qu'on peut le rendre réutilisable? Donc je vais prendre un exemple. Par exemple, on avait des concombres qui sont présents dans nos magasins, emballés avec du plastique. Eh bien, nous avons utilisé maintenant un emballage carton réutilisable, ce qui permet à la fois de réduire l'utilisation du plastique et de s'assurer que l'emballage est réutilisable. Est-ce que le contexte complique les choses? C'est-à-dire qu'on a vu avec le confinement ou la sortie de confinement qu'il y avait une demande de sécurité, peut-être d'emballage supplémentaire d'une certaine façon. Est-ce qu'on n'a pas descendu quelques marches dans la lutte contre le tout plastique, quoi? Alors on a vu effectivement pendant la période de confinement et du Covid une tentation et une envie de retrouver de l'emballage pour sécuriser le produit. D'ailleurs on voit bien que la fonction première de l'emballage qu'on critique aujourd'hui, c'est naturel, elle a une fonction de protection du produit au départ, y compris sanitaire. Donc, effectivement, le défi, c'est de retirer les emballages sans dégrader la qualité sanitaire du produit et sans créer de risques quand vous transportez le produit chez vous. Donc, pendant le Covid, on a vu cette petite tendance. Après, nous, sur le fond, on était persuadés que l'emballage, c'est quelque chose dont nos clients ne veulent plus, enfin, en tout cas, de moins en moins, et surtout pas d'emballage plastique. Et donc, on a continué à travailler et à mener notre plan d'action. Et on a eu raison, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il n'est pas démontré que le plastique ou l'emballage protège du Covid et qu'on a des clients qui, à nouveau, reviennent en magasin, réachètent notamment du vrac et continuent régulièrement à nous demander et nous interpeller parce qu'ils trouvent qu'il y a parfois trop d'emballage plastique sur certains produits et on y travaille. Mais là, on parle effectivement de milliers de références. Oui, justement, c'est des références sur vos produits en marque blanche ou sur des produits de vos fournisseurs, de vos partenaires également? Alors là, on travaille sur nos marques propres, donc les marques Casino, Monoprix, Franprix, où effectivement, systématiquement, on prend chacun des produits et on regarde est-ce qu'on peut utiliser moins d'emballage, est-ce qu'on peut changer l'opercule pour réduire l'emballage qu'on va utiliser sur votre bouteille de lait, est-ce qu'on peut éviter d'utiliser du plastique. Par exemple, il y a un enjeu sur les barquettes de poulet. Les barquettes de poulet, elles utilisent une barquette qui est perturbateur des centres de tri, c'est-à-dire qu'elles sont mal repérées, mal triées dans les centres de tri. Et bien typiquement, on va travailler pour trouver des solutions alternatives et faire en sorte que ces emballages soient recyclables demain et qu'elles passent dans les centres de tri, qu'elles soient bien recyclées. Et pour les autres marques, alors, comment vous... Pour les marques nationales, là, on en discute avec nos grands fournisseurs. Donc effectivement, c'est Danone, L'Oréal, Unilever. J'imagine que Danone est sensibilisé à ce genre de discours, mais peut-être que toutes les marques ne le sont pas. Alors, sur les grands, effectivement, ils nous ont rejoints, par exemple, dans le pacte national pour lutter contre les emballages plastiques. Et sur les autres petits fournisseurs, effectivement, là, on va faire un travail d'accompagnement parce que c'est un sujet complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous décidez de supprimer un emballage pour en mettre autre chose, vous demandez au fournisseur de modifier sa chaîne de production, de trouver des nouveaux outils, des nouvelles machines. Et tout ça, évidemment, nécessite,
de trouver la bonne solution. Et il faut qu'il y ait un consensus sur les solutions. Supprimer, c'est facile, mais quand il faut substituer, parce qu'il faut bien quand même que votre produit soit emballé, il faut trouver la bonne solution. Et donc là, on va travailler avec nos fournisseurs, partager avec eux les solutions que nous, on a pu repérer, celles qui nous semblent les plus vertueuses, et essayer de les accompagner dans la suppression, la substitution des emballages. Ça fait, je crois, une dizaine d'années que vous êtes chez Casino. À ce poste de directeur RSE, vous avez dû voir l'évolution des mentalités et peut-être aussi sentir la nécessité d'innover de plus en plus. C'est-à-dire aujourd'hui, pour aller encore plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est face à des sujets qui sont complexes et des transitions sociétales qui s'accélèrent. Alors, on a eu la transition sociétale, par exemple, sur le gaspillage alimentaire. Il y a 10 ans, quand je suis arrivé sur le poste, le gaspillage alimentaire n'était pas un sujet de société majeur. On faisait beaucoup d'actions, notamment, et on faisait des actions de dons des produits. C'est-à-dire que c'était un geste de don. Et puis ensuite, à partir des années 2012-2013, on a parlé de gaspillage alimentaire. Et là, l'objectif, c'est vraiment de réduire au maximum dans nos magasins les produits qui pourraient être donnés ou jetés en fin de vie avant que la DLC soit trop courte. Et pour ça, on a besoin aujourd'hui de trouver des nouvelles solutions pour réduire le gaspillage alimentaire en magasin. Et on va innover, on va travailler avec des startups de l'économie sociale et solidaire. Et par exemple, on a travaillé avec une startup que vous avez peut-être reçue, qui est Phoenix, qui nous a permis de collecter tous les petits magasins en centre-ville, notamment les Franprix. C'est des petits volumes avec une densité de magasins assez proche. Donc, il faut organiser les tournées logistiques. Ça, on l'a fait avec Phoenix. Et aujourd'hui, on collecte tous les magasins Franprix, 300 magasins collectés avec Phoenix. Ou Too Good To Go, évidemment, que vous devez connaître, qui nous permet aujourd'hui de vendre les produits avant que la date limite de consommation soit atteinte. Produits invendus, Et on vient d'annoncer hier, avec Too Good To Go, qu'on a franchi les 2 millions de repas sauvés en l'espace d'1 an et demi. Donc on a déployé cette application auprès de nos clients, dans nos magasins, et c'est 2 millions de repas aujourd'hui qui sont sauvés, des produits qui peut-être n'auraient pas été vendus, peut-être auraient été donnés ou peut-être auraient été jetés. Et ça, on le fait en partenariat avec des structures innovantes. Autre demande forte des consommateurs, la traçabilité, la lisibilité, l'étiquetage. Vous y répondez comment à cette demande de transparence ? Alors effectivement, ça c'est une des grandes tendances sociétales, c'est l'information consommateur. Donc on y répond justement en donnant cette information. C'est le Nutri-Score que vous connaissez sur les produits. Aujourd'hui, on s'est engagé sur les marques Casino, Franprix à mettre systématiquement le Nutri-Score. Ça a été un combat, c'était pas simple. Ça n'a pas été simple parce que là aussi, d'abord, il est sain qu'il y ait le débat de savoir quel est le bon format d'étiquetage. Est-ce que c'est le Nutri-Score ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que le client va comprendre de quoi on lui parle ? Oui, est-ce que c'est crédible ? Parce que c'est vrai qu'un Nutri-Score rouge, donc pour très mauvais score sur une plaquette de beurre, on se dit que ça n'a pas forcément de sens parce qu'on ne va pas prendre 100 grammes de beurre, effectivement, manger le beurre en entier versus une salade. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai qu'il faut expliquer. Il y a beaucoup de pédagogie autour de cet étiquetage. Il y a des produits qui seront nécessairement C, D, E, vous ne pourrez pas les avoir A ou B, et ça concerne notamment évidemment le beurre. Mais donc il y a eu débat, il y a eu une solution qui effectivement a prouvé ces résultats, le Nutri-Score, et aujourd'hui on le met sur les emballages de nos produits. Mais il y a une deuxième révolution qui est celle du smartphone, et donc vous pouvez scanner avec votre application, avec Open Food Fact, scanner votre produit et avoir tout de suite l'information du Nutri-Score. Et nous, on est persuadés que demain le consommateur, il va vous demander quoi ? La nutrition, l'affichage environnemental et le bien-être animal. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille puisqu'on a mis en place un étiquetage sur le niveau de bien-être animal des produits, notamment de la filière poulet, avec 3 ONG référentes, enfin maintenant 4. Et là encore... Et on a reçu Louis Schweitzer la semaine dernière. Donc M. Schweitzer était venu nous voir pour nous demander si on était prêt à relever ce défi de mettre en place un étiquetage sur le bien-être animal. Et on l'a fait avec 3 autres ONG pour pouvoir donner le niveau de bien-être animal sur l'ensemble de la vie de l'animal. Et aujourd'hui, cet étiquetage, et c'était l'objectif de départ, et ça rejoint la réflexion du Nutri-Score, d'avoir un consensus. Il est repris par les fermiers de Loué, qui l'étiquettent sur tous ces produits, mais aussi par nos concurrents, qui sont en train de le déployer dans leurs magasins, notamment des grandes enseignes de distribution françaises. Et donc là, on voit que quand il y a consensus, et c'est pour ça que la RSE aujourd'hui, la phase dans laquelle on est, c'est de trouver des solutions collectives par la coopération. Si moi, je fais quelque chose tout seul, dans mon coin, on n'aura pas l'impact souhaité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de compétition, c'est un sujet de bien commun. Exactement, de répondre à des enjeux de société, d'intérêt général et d'essayer de trouver ces solutions. Alors, dans RSE, il y a aussi social, Thomas. On a quelques chiffres là-dessus ? On a quelques chiffres, absolument. Je crois que vous avez obtenu le label diversité et égalité professionnelle. J'ai quelques chiffres, effectivement. Vous employez 53% de femmes et donc 42% de femmes cadres, c'est ça ? Vous êtes particulièrement engagé sur ce sujet, pourquoi ? Alors, parce que en fait, historiquement, effectivement, nos magasins sont
composé à 53% de femmes. Par contre, dès qu'on monte dans les structures hiérarchiques, il y a ce fameux plafond de verre et on retrouvait moins de femmes au niveau notamment de l'encadrement et dirigeants. Donc c'était pour nous un objectif très important dès 2010 de faire progresser le pourcentage de femmes dans l'encadrement. Et aujourd'hui, effectivement, on est à 42%, ce qui est un bel objectif, mais vous voyez bien, il nous reste encore 8 points pour atteindre la parité. C'est indispensable de l'atteindre et c'est indispensable parce que nos clients sont aussi des femmes. Notre entreprise, elle doit être gérée autant par des hommes que par des femmes. Ça paraît aujourd'hui normal en 2020 que ça soit le cas. Donc, on a cet objectif. Et effectivement, ce qui prouve le sérieux de nos politiques, c'est qu'on a le label égalité et le label diversité, qui sont un label qui est donné après une certification de l'AFNOR, qui va vérifier que tous nos processus sont non discriminants et qu'on a les bons outils pour essayer d'aller vers cet objectif de parité dans l'encadrement dans les prochaines années. Mais il est vraiment difficile à obtenir ce label, ou tous les groupes de distribution l'ont comme vous? Alors, il est pour nous difficile parce que c'est un gros travail de toutes les équipes. Ouais. On est le seul groupe de distribution à l'avoir sur l'ensemble de ces activités en France. Et il nous aide effectivement à bien structurer nos politiques, y compris d'ailleurs sur la lutte contre la discrimination. Par exemple, le label va vérifier que dans les processus de recrutement, nous utilisons bien des grilles de recrutement par compétences et pas sur le CV avec la photo, etc. Ce qu'on regarde, c'est uniquement les compétences. Et aujourd'hui, ça c'est une des évolutions qu'on a vues. 2010, on parlait encore beaucoup de discrimination, beaucoup d'égalité des chances. Ça a été un peu moins vrai au fur et à mesure des années. Et on voit bien aujourd'hui, avec le retour de la crise, et je crois que vous en parlerez tout à l'heure, que l'enjeu RH, social, dans les agendas RSE des entreprises, il est majeur, et notamment dans cette phase dans laquelle on rentre. Et donc, s'assurer que tous nos processus sont non discriminants, qu'on lutte contre l'apparence physique, contre l'apparence LGBT, contre les discriminations liées au LGBT, discriminations liées à l'orientation sexuelle, à sa couleur de peau, etc., sont indispensables. Parce que nous, on est persuadés, effectivement, dans le groupe Casino, que la diversité, c'est facteur d'engagement, c'est facteur de création de liens et c'est facteur de performance. Et donc, on veut que nos magasins soient à l'image, tout simplement, de la société. Merci beaucoup, merci Mathieu Richer. C'était passionnant, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, oui, je vous le dis, notre débat consacré à la semaine du développement durable. C'est une semaine qui dure 3 semaines, c'est ça? C'est une semaine qui dure 3 semaines. Alors là, vous êtes passé devant la caméra, mais c'est pas grave. À bientôt. Que faut-il attendre de la semaine du développement durable? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, 2 invités. Thomas Parouti, fondateur et président de l'agence Mieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Florence Bétinger, cofondatrice de Gobi. Bonjour. Bonjour. Gobi, marque de gourdes éco-conçue et made in France, on va en parler. Alors, petite précision pour commencer, la semaine du développement durable, messieurs, dames, dure 3 semaines, c'est ça, à cause de la Covid, Thomas? Ouais, d'habitude, c'est une semaine qui a lieu fin mai et qui déborde un peu sur début juin, qui dure vraiment une semaine. C'est organisé au niveau européen, ça existe dans d'autres pays. Et cette année, à cause de la Covid, ils ont décidé de la décaler en ce moment, donc fin septembre, début octobre, et elle dure 15-16 jours, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous qui êtes un habitué de l'organisation de la No Impact Week, je crois? Tout à fait. Nous, donc c'est vrai que des semaines du développement durable, on en organise une nous-mêmes, et après on en travaille beaucoup avec nos clients. On a créé en 2012 une semaine qui s'appelle la No Impact Week, qui a pour objectif donc c'est un package d'informations qu'on donne à plein de PME, plein de BU d'entreprises qui veulent essayer de sensibiliser leurs collaborateurs au sujet du développement durable. Mais cette année, vous ne le faites pas? Cette année... Vous allez faire les 3 semaines du développement durable, du coup? Qu'est-ce que vous avez prévu? Cette année, en fait, avec la crise, on a eu plus de boulot que d'habitude sur les sujets RSE, parce que les entreprises s'engagent plus. Et donc, du coup, on était sous l'eau et on a... Donc, c'est toute l'année pour vous, c'est ça? On le fait toute l'année, c'est ça. Mais justement, si on doit parler de l'impact de cette crise Covid depuis 6 mois et de son lien avec cette semaine ou ces 15 jours de développement durable, peut-être une question générale avant que vous nous parliez de votre produit. Comment vous le ressentez, vous? Est-ce que vous vous dites la crise, elle a augmenté les demandes, l'intérêt, les préoccupations pour ces questions-là, ou au contraire, on est en pleine crise sanitaire, qu'est-ce qu'on va se préoccuper de la semaine du développement durable? Comment vous le percevez, vous? Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est les individus, c'est le directeur marketing, le directeur RSE qui est touché personnellement, qui a été affecté, qui a été confiné.
et qui se dit il faut vraiment que je répare la planète, que je m'engage plus. Et donc, de par mon activité professionnelle, il faut que j'ai plus d'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sujets RSE sont toujours en haut de la pile et restent stratégiques. Et après, en plus, la RSE, c'est un sujet de long terme. C'est-à-dire que quand un acteur de l'énergie ou de la mobilité décide de se transformer et de faire plus de mobilité douce ou de l'énergie renouvelable, mais c'est pas sous prétexte qu'on va rester 2 mois chez nous qu'on va changer le sujet. Donc ça reste hyper prioritaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a touché tout le monde. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que toutes les entreprises mettent la RSE à un niveau stratégique, même les ETI, les PME, des distributeurs, enfin. Voilà, il y a quand même un impact concret qui est par exemple pour nous sur les sujets du remplacement du jetable par du réutilisable, notamment dans les entreprises. Il y a eu au début de la crise du Covid des protocoles sanitaires par le ministère du Travail qui disaient qu'il fallait supprimer les fontaines à eau. Et donc nous, on avait beaucoup de clients qui appelaient un peu en stress en disant est-ce que ça veut dire qu'on retourne complètement au jetable? Donc il y a de nouveau aussi toute une pédagogie à faire en disant comment on concilie des gestes barrières, des gestes sanitaires et des gestes qui restent protecteurs pour la planète. Et on a un nouveau vivre ensemble, je pense, à inventer qui combine les deux. Et les deux s'allient extrêmement bien. Quand on a une bouteille individuelle, des couverts individuels réutilisables, finalement, c'est presque plus facile à gérer que de commander des palettes de bouteilles jetables qu'il faut distribuer, qu'il faut amener par transporteur. Enfin, c'est voilà, de réinterroger ça en essayant de voir comment on les concilie, puisque de toute façon, dans l'avenir, il va falloir intégrer ces deux dimensions. C'est du nouveau vivre ensemble, je pense. Alors, on va parler de ces gourdes. Vous êtes venu avec votre dernier né, en quelque sorte, c'est ça? Oui. Alors, Gobi, on vous a découvert à l'occasion de la COP21, puisque vous étiez la fournisseur gourde officielle de la COP21. Ça va au-delà de la fabrication d'une gourde, ce que vous faites. Donc nous, on s'est lancé il y a 10 ans quand les gourdes n'étaient pas encore très à la mode dans les tote bags, en misant en fait sur les entreprises, en se disant on va accélérer le changement, en proposant aux entreprises plutôt que toujours sensibiliser, faire des campagnes d'information, on va faire le pari qu'en mettant un objet plus pratique que le gobelet jetable dans la main des collaborateurs, je ne sais pas qui est... Est-ce que vous pouvez montrer la gourde à côté de votre... voilà. Personne n'est attaché au gobelet jetable qu'on renverse pour aller en réunion, qui n'est pas pratique. Et on s'est dit, si on met dans leurs mains quelque chose de plus beau, qui leur rend service, on part en réunion, je n'ai pas les bras chargés, et qui en plus est fabriqué en France, a un joli design et qui rend fier, il y a une façon d'accélérer le changement qui passe par ça en fait. Après, nous, on a des engagements de fabrication, effectivement, on s'astreint à tout faire en France. Parfois, c'est très long, c'est des gros investissements, mais on finit toujours par y arriver. C'est le cas pour la gourde en verre qu'on vient de sortir. C'est celle-là? Oui, qui s'appelle le Gobi Indoor. On fait travailler des personnes en situation d'insertion pour l'assemblage et on évalue en fait aussi, parce qu'il faut faire attention aux fausses bonnes idées, on évalue les impacts de fabrication de tous nos produits sur plusieurs critères, sur les ressources naturelles, l'eau, les déchets, les émissions de CO2, pour être sûr qu'il y ait un gain environnemental clair. Et social, du coup, c'est un 360, c'est ça? Et alors social, puisque voilà, c'est notre idée d'avoir un impact positif sur toute la ligne, c'est de dire aussi, tant qu'à fabriquer un objet vertueux pour l'environnement, si en plus il peut créer des emplois, notamment des emplois inclusifs, le réutilisable finalement c'est un secteur d'avenir. On sera sûrement les premiers à faire une gourde inox aussi en France. Il va y en avoir de plus en plus, c'est quand même bien qu'on fasse l'effort de réindustrialiser et ramener du savoir-faire ici. Vous en attendez quoi, vous, de cette semaine ou de ces 15 jours du développement durable? 3 semaines. C'est un coup de projecteur. Je ne sais pas, Thomas disait 15-7 jours. Il faut qu'on se mette d'accord sur les dates, quand même. Écoutez, du 18 septembre jusqu'au 8 octobre. Ah d'accord, je croyais que ça se terminait le 4. Alors, vous avez plein d'événements organisés sur les derniers jours. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, Florence? Moi, globalement, je pense qu'il ne faut plus attendre de quoi que ce soit, il faut passer à l'action parce que ça fait du bien. Non, mais ça donne un coup de projecteur ou pas? Du coup, ça donne un coup de projecteur. Et ce que finalement, je peux en attendre, c'est des moments comme ça, de mettre en avant finalement des expériences positives. C'est-à-dire, je pense qu'il faut réinventer l'imaginaire autour du développement durable. C'est pas punitif, c'est pas pénible. C'est pas incompatible avec le business aussi, parce qu'il y a énormément de patrons. C'est pas incompatible avec le plaisir, la fierté et le bien-être, en fait. Nous, on a lancé une appli qui permet de trouver les points d'eau partout dans la ville. En fait, il faut se dire quel problème je vais résoudre avec une alternative durable. Vous avez, je sais pas, Phoenix qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Plutôt que de dire aux gens, luttez contre le gaspillage alimentaire, vous leur dites parfois, vous savez pas quoi faire à manger ce soir, vous connectez sur Phoenix, vous allez trouver un restaurant qui a un invendu qui va vous le proposer pour moins cher, vous faites des économies,
vous contribuez à financer ce restaurant et vous luttez contre le gaspillage alimentaire. Quand c'est positif sur toute la ligne, c'est pas compliqué à adopter en fait. Et des exemples comme ça, il y en a plein et c'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est que ça fait du bien, que c'est facile et que ça rend service. La semaine du DD, c'est effectivement un vrai coup de projecteur. Ça sert à sensibiliser les collaborateurs parce que c'est une manifestation qui est plus dans les entreprises que grand public quand même. Et comment convaincre ceux qui ne le sont pas? Parce que ceux qui sont convaincus, évidemment, j'ai envie de dire, ils vont mettre en avant, ils vont parler de ce qu'ils font. Mais les autres... À peu près tout le monde est convaincu qu'il y a une urgence climatique. Et ceux qui ne le sont pas, qu'est-ce que vous leur dites, Thomas? En fait, il faut les sensibiliser et notamment la semaine du DD qui est souvent organisée par le directeur RSE est une façon de sensibiliser les collaborateurs. C'est pour ça qu'on fait plein d'animations, plein de jeux, plein de quiz. Et effectivement, je suis complètement d'accord. Et vous leur dites qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils économisent, que c'est un vrai écolo, ça a été prouvé sur plein de points, c'est une façon d'économiser de l'argent. Typiquement sur les gobelets en plastique, le ROI, il est en quelques mois certainement. 650 gobelets par an et par collaborateur. Donc c'est massif à l'échelle d'une entreprise de 1000 personnes. Il faut aussi les poubelles qui s'amoncellent, il faut venir les vider. Enfin tout ça, ce sont des coûts. Et au-delà des coûts, de toute façon, c'est juste aussi un objet que vous offrez à vos collaborateurs, qui a du sens, qui leur fait plaisir au quotidien. Donc c'est tout un écosystème vertueux en fait. Ce qui est important pendant cette semaine-là, c'est de proposer plein de nouvelles solutions. On fait un focus sur la RSE pendant une semaine et donc du coup, on va inciter les gens à se déplacer différemment. On n'a qu'à dire, tiens, tout le monde vient en vélo cette semaine ou au moins le vendredi, parce qu'il y en a certains qui sont habillés un peu moins le vendredi. Ou alors, nous, ce qu'on fait, on fait un jeu où on enlève toutes les feuilles de l'imprimante. Et parce qu'un collaborateur français imprime 28 pages par jour en moyenne. Sur les 28, il y en a 15 qu'on appelle orphelines, qui l'oublient à l'imprimante ou qui jettent dans les 2 secondes parce qu'il y a une faute d'orthographe ou un truc comme ça. Ouais. Donc, on teste plein de situations. Et finalement, on se rend compte qu'on peut quasiment s'en passer ou en tout cas, c'est continuer à bosser. Ouais, nous, l'autre fois, l'imprimante a été en panne pendant 3 semaines. Ça ne nous a pas vraiment embêtés. Donc, c'est le moment de changer plein de pratiques et c'est aussi le moment d'expliquer la stratégie RSE de l'entreprise. C'est pour ça que moi, je lutte un peu contre... On met une ruche sur le toit où on fait un vélo à smoothie. Pour la semaine du développement durable, il faut expliquer pourquoi nous, on organise par exemple la semaine du développement durable au sein du groupe L'Oréal. On explique les engagements sur le packaging. En 2025, 100% seront biosourcés, seront recyclés et recyclables, etc. C'est le moment d'expliquer la RSE et d'impliquer tous les collaborateurs parce que c'est eux qui vont changer l'entreprise et participer à cette transformation qu'on attend tous. Et donc ça dure jusqu'au 8 octobre. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Théo Skubla. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Wiro et Each One. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Votre métier, c'est de prouver aux entreprises que les réfugiés ont du talent, qu'ils ont de l'expérience, une formation, une expérience professionnelle à valoriser. Each One, d'abord, c'est quoi? C'est le volet formation, on va dire? Absolument. Each One, aujourd'hui, on est spécialiste de la formation des personnes réfugiées en particulier. Notre particularité, c'est qu'on a fait de la question de l'inclusion une question qui n'est pas juste traitée par des spécialistes, mais qu'on a mis au cœur de la société, dans laquelle on a engagé des étudiants, des professionnels, des universités, des grandes écoles, pour justement recréer des connexions et accompagner les personnes. Le point de départ, c'est quoi? Vous avez rencontré des personnes qui avaient une qualification et qui, je ne sais pas, bossaient au McDo Mais justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015, c'est le moment où la question des personnes réfugiées devient publique. Et à ce moment-là, moi j'ai 20 ans et je rencontre 2 personnes qui changent ma vie, un monsieur qui s'appelle Rateb et un monsieur qui s'appelle Omran. Rateb, il a 46 ans, il est ingénieur à ce moment-là. Omran, il est étudiant en économie. Et les 2 personnes sont réfugiées depuis 2 semaines. Et en réalité, ce que je vois, c'est quoi? C'est leur potentiel, d'abord, sauf qu'elles sont déclassées. Et par extension, l'ensemble des personnes réfugiées, qu'elles soient qualifiées ou non, d'ailleurs, représentent ce potentiel-là. Et cette capacité, justement, tant en termes de compétences ou de motivation, à pouvoir représenter une opportunité de création de valeur pour toute la société au sens noble, c'est-à-dire à tous les niveaux. Donc ça nous a fait réagir et 2 jours après cette rencontre, on a créé Each One. Avec qui, du coup, vous êtes combien au sein de la société? Parce que c'est une entreprise, du coup. Voilà, Each One a encore un statut d'association, mais on le qualifie d'entreprise à impact. Et Wiro, et du coup, l'entreprise qui a suivi est une entreprise à impact aussi. Alors, qui est, du coup, Wiro? Voilà, et Wiro, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est que, on a voulu aller plus loin que la formation. On a compris que les personnes réfugiées de manière générale n'allaient pas forcément directement trouver du travail s'ils avaient toutes les compétences, qu'elles avaient tous les codes, qu'elles maîtrisaient la langue, etc. Ce qu'il faut,
c'est crédibiliser, c'est changer en fait la façon dont on voit les personnes, dont on les considère. Et les personnes qui emploient, à savoir les entreprises, au-delà de la question de l'engagement de la philanthropie, ont tout intérêt justement à recruter ces personnes. Nous, notre job, c'est de leur faire comprendre que l'inclusion, c'est un levier de performance. Donc c'est vraiment un cabinet de recrutement, mais spécialisé. Exactement, c'est un cabinet de recrutement spécialisé qui est là pour permettre justement aux entreprises de trouver les talents mais qui vont les rendre plus fortes, plus résilientes, plus responsables, en faisant vraiment de cette logique d'inclusion un levier à part entière de performance pour l'entreprise et d'engagement, bien sûr. Comment vous repérez ces talents, du coup? Aujourd'hui, on travaille avec un grand nombre d'associations, d'institutions. On travaille aussi avec, via les diasporas, où on trouve beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi, une très grande partie, puisqu'il faut dire qu'aujourd'hui, ces personnes n'arrivent pas, on va dire, ou leur candidature n'arrive pas sur le bureau du recruteur. Parce qu'ils ne parlent pas français, la plupart du temps, c'est peut-être ça qui freine, non? Parce que le recruteur ne va pas... Enfin, d'un côté, les personnes ne vont pas savoir au candidater, et de l'autre côté, le recruteur ne va pas savoir valoriser le profil de la personne parce qu'il ne va tout simplement pas la comprendre. Parce qu'on a des logiques aujourd'hui de clonage dans le recrutement qui sont extrêmement bien recopiées, sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir de ça, et du format classique. Le but, c'est de leur montrer que des personnes qui n'ont pas le format habituel, je dirais, de formation, de parcours de vie, peuvent en réalité amener énormément à l'entreprise, que ce soit au niveau individuel, au niveau de l'équipe, par leur motivation, par les performances, etc., ou au niveau de l'entreprise de manière générale. Depuis que vous avez créé Wero, combien de personnes ont trouvé du boulot grâce à vous? Et puis, est-ce que vous avez un ou deux exemples comme ça de postes, voilà, de qualification, de compétences de nouveau reconnues? Alors, ça fait en 5 ans, si je dirais sur la somme de nos entreprises, aujourd'hui, on a accompagné près de 2000 personnes. Sur les 6 derniers mois, juste avec Wero, on a placé un peu plus de 150 personnes en CDI. Et vous me demandiez une histoire, effectivement. Moi, il y en a une qui me vient toujours en tête, et bon, on en parle assez régulièrement, c'est celle de Salah. Salah, il a été recruté par une grande entreprise, une grande maison de luxe en France. En tant que... la citer, hein, allons-y. J'ai pas le droit. C'est vrai. C'est dommage. Et Salah, à quel âge alors? Et Salah, il a 26 ans et j'aurais bien aimé. Oui, mais c'est pas grave, allez-y. Et donc à ce moment-là, comme parfois beaucoup de clients qui travaillent avec nous, ils sont dubitatifs. On leur dit effectivement que ça va être un investissement de travailler avec nous, alors qu'en général, ils ont plutôt l'habitude de travailler sur ce sujet d'inclusion avec des associations, dans une logique très philanthropique. Et nous, on leur dit voilà, qu'on est là mais aussi pour répondre à leurs enjeux, à leurs besoins, et qu'ils vont y gagner, que la personne va y gagner, que tout le monde va y gagner à la fin. Et ils en doutaient quand même un petit peu, parce que c'est normal, hein, c'est une question aussi de culture qu'il faut construire avec les collaborateurs, et ils nous rappellent, 3 mois, 4 mois après, pour nous dire écoutez, ça fait donc du coup 4 mois que Salah est là, et il performe aussi bien, voire mieux que des personnes qui sont là depuis 4 ans ou 5 ans. Il réalise ses ventes parfaitement dans 4 langues. Il a une motivation hors norme, qui a des effets positifs sur ses performances personnelles, mais aussi sur toute l'équipe. Et aujourd'hui, on va miser sur ce potentiel et le faire entrer dans un track spécial pour le faire progresser. Oui, parce qu'il nous reste 30 secondes, ça passe trop vite, mais il y a aussi une forme on peut dire, de reconnaissance des réfugiés à qui vous trouvez du boulot et qui donc peut-être vont être encore plus motivés que d'autres dans l'entreprise dans laquelle ils rentrent. Absolument, c'est ça. C'est de la motivation, c'est une capacité d'adaptation, c'est aussi une résilience qui vient aussi du parcours. C'est autant de choses qui font que la personne va pouvoir sur le lieu de travail prendre du recul, rester plus longtemps en général, avoir un effet positif sur les personnes qui sont autour et surtout apporter une vision du monde différente. Et ça, les entreprises en ont besoin pour mieux comprendre leurs collaborateurs, les citoyens, leur marché de manière générale. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Bon vent à Wero. Merci Théo Skubla. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission qui, comme d'habitude, passe beaucoup trop vite, mais c'est pas grave. On se retrouve demain 9h midi, 20h30 sur Bismart. Ciao à tous. À demain.